Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Event News TV. Les rendez-vous de l'économie, tel est l'intitulé de la nouvelle émission qui intègre la grille de programmation de votre chaîne préférée. Ce rendez-vous sera celui des opérateurs économiques, des investisseurs et des grands décideurs. La direction de Event News TV l'a décidé ainsi parce qu'il n'y a pas que la politique qui fait l'actualité. Et nous recevons ici donc toutes les personnalités porteuses de projets novateurs. Aujourd'hui, en toute exclusivité, nous recevons M. Arsène Roger-Ga. Bonjour, M. Roger. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Merci. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons prendre le temps de présenter notre invité qui a une carte de visite très longue. Et on va dire à notre spectateur à qui nous avons affaire. Il est expert international en consultance et intermédiation économique, financière et politique. Roger Ga est aussi directeur fondateur du cabinet de lobbying Advance Africa, qui est basé à New York. Il est aussi vice-président de la Chambre de commerce panafricaine à Bruxelles et surtout directeur de société. Roger Ga, qui est aussi conseiller de plusieurs chefs d'État et porteur de grands projets pour l'Afrique. Il est actuellement à la manœuvre pour la tenue du sommet mondial de l'investissement africain qui devrait se tenir les 24 et 25 novembre prochains à Londres. C'est donc un plaisir, un grand plaisir d'ailleurs pour nous de recevoir M. Roger Ga et avec lui nous allons aller au fond de cette question économique. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir pour moi et je vous remercie aussi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Les Africains qui vous regardent aujourd'hui ont envie de savoir qui est réellement, malgré tout ce que nous avons dit, Roger Ga. Comment est-il parvenu à ce stade et en quoi consiste concrètement le métier d'expert en consultance et intermédiation économique, financière et politique qu'il exerce? Effectivement, j'embrasse beaucoup de choses à la fois. Mais pour vous situer un peu sur ce que je fais, ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, c'est que quand j'étais aux États-Unis, j'ai compris que par la loi 501, la loi 501, on avait la possibilité de négocier des fonds pour l'Afrique et des fonds non amortissables. Pourquoi est-ce que je suis d'abord mis sur ce créneau? C'est parce que j'ai compris très tôt que nos pays n'avaient pas les moyens de donner les garanties qui leur étaient exigées par les grands financiers, par les grands groupes pour venir investir en Afrique. Et ces fonds non amortissables, pour pouvoir avoir accès à ces fonds, il fallait être cautionné par un sénateur et créer un cabinet de lobbying. J'ai eu la chance de rencontrer le sénateur de Brooklyn qui m'a permis donc de créer ce cabinet de lobbying et tout est parti de là. Les relations ont commencé à se tisser et puis bon, c'est vrai qu'au début, avec l'enthousiasme débutant, je pensais pouvoir tout faire. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai acquis une certaine conscience de la chose qui me permet de voir comment me positionner ou du moins positionner un pays pour tel ou tel projet. Monsieur Roger Ga, vous êtes ivoirien. Oui. Ça, c'était une précision à faire. Et récemment, en compagnie des récipiendaires des renoms comme Didier Drogba, icône du football mondial, on vous a décerné un prix en Côte d'Ivoire, un prix dans la catégorie des meilleurs entrepreneurs par une agence de communication. Comment vous avez accueilli cette récompense qui vient sans doute couronner votre engagement de bonne loi dans le milieu des affaires? D'abord, je tiens à remercier ici ceux qui ont bien voulu penser à moi pour ce prix, c'est Diaspora Communication. J'étais chez moi à Dakar quand ils sont venus me dire, voilà, monsieur Ga, parmi les jeunes Ivoiriens qui sont entrepreneurs, qui sont dans la diaspora et qui entreprennent des choses pour l'Afrique et pour leur pays, nous avons pensé que vous êtes notre récipiendaire. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Mais bon, pourquoi? Parce qu'effectivement, j'interviens dans beaucoup de choses, comme vous avez dit tout à l'heure. J'ai des sociétés déjà en Afrique, au Sénégal, où je suis quand même assez assis, si on veut dire. Et puis j'ai d'autres sociétés sur le Congo, sur le Gabon. Et quelquefois, j'interviens en Afrique dans certains domaines que, bon, nous aurons le temps de... Et je pense que c'est ce qui a mérité ce prix. Ah oui, d'accord. Alors, on sait aussi que vous êtes dans le milieu des chefs d'État. Vous êtes conseiller de certains chefs d'État et généralement, la politique ne fait pas bon ménage avec les affaires. Souvent, on traite de toutes ces personnalités qui évoluent dans ce milieu de personnalités sulfureuses. Vous, comment est-ce que vous trouvez votre présence auprès de tous ces chefs d'État que vous conseillez, certainement pour de bonnes choses? Vous avez un jour, à Abidjan, on a demandé à M. Amadou Apateba s'il était l'ami du Houphouët-Boigny ou du président Houphouët-Boigny. Il a dit que lui, il était l'ami d'Houphouët-Boigny, mais pas du président Houphouët-Boigny. Ça voulait dire que
il y a des liens privés, effectivement, mais il y a des liens de travail et il y a des liens de politique. Mais moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis sur le côté économique. Donc, quand je vais dans un pays, c'est le pays qui m'intéresse, c'est le peuple qui m'intéresse. C'est comment faire créer des emplois, comment aider le peuple à travers les responsables. Vous ne pouvez pas aller dans un pays parler d'investissement sans être avec ceux qui dirigent ce pays. Donc, bon, voilà, c'est des amis, c'est vrai, mais je pense aussi que le côté politique, je le laisse aux politiques. Moi, je suis plutôt dans l'économie et je pense que je vais m'y tenir. Alors, dans l'économie, vous restez dans l'économie, c'est une bonne chose. Comment est-ce que vous faites pour aider tous ces pays qui vous font confiance et qui vous confient certainement, souvent, certaines de leurs activités à mener à l'international? Comment est-ce que vous faites? Et avec qui vous travaillez? D'abord, ne prenons pas la chose comme ça. Vous savez que je suis vice-président de la Jeune Chambre africaine. Voilà. Donc, nous avons, nous, à notre niveau, beaucoup d'investisseurs qui viennent nous voir pour nous demander comment est-ce qu'ils pouvaient investir en Afrique et dans quel domaine. Partant de là, je donne un exemple. Par exemple, il y a un groupe omanais qui m'ont contacté par le biais de leur succursale qui est au Canada parce qu'ils voulaient, par exemple, ils ont 11, à travers le monde, ils ont 11, comment dirais-je, raffineries. Et ils voulaient faire des raffineries en Afrique. Alors, ils sont venus nous voir, demander quel pays on aurait pu leur conseiller. Je leur ai conseillé le Congo, puisqu'étant plus grand producteur de pétrole que mon pays, et je pensais, et puis ayant aussi des liens d'amitié avec ce pays, je pensais qu'il fallait que je leur conseille ce pays. Donc, le plus souvent, c'est les investisseurs qui viennent vers nous, et nous voyons dans quel pays ils peuvent faire affaire, et surtout, quel est le pays où il y a le plus de besoins dans le domaine qui les intéresse. En clair, vous faites de la mise en relation. La mise en relation, de l'intermédiation, si vous voulez, et du lobbying. C'est ça le lobbying, en fait. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle faire du lobbying. Et pour les investisseurs, maintenant, effectivement, il y a quelques États qui ont des projets et ont besoin de financement. En ce moment, d'ailleurs, c'est pour ça que nous devons faire le sommet mondial des investissements bientôt. Vous venez d'en parler. Oui, ce sera en novembre. En novembre, là où on va mettre en face les investisseurs et les pays qui sont dans le besoin des investissements, si vous voyez ce que je veux dire. Ce jour-là, ils seront là, ils vont discuter, ils vont venir. On a déjà fait l'année dernière. Il y avait plusieurs chefs d'État. Il y avait le président Kagame, il y avait le président Faure du Togo, il y avait le président de Lungada de Tanzanie. Cette année, on espère 15 chefs d'État ou 20, je pense. Ils viendront avec leur ministre des Finances, ils viendront avec leur ministre, avec leurs directeurs généraux, des secteurs qui sont demandeurs d'investissement. Et là, nous les mettons en face des investisseurs, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, tous les grands groupes d'investisseurs. Mais justement, M. Roger Ga, on sait par exemple que vous menez des fonds, plusieurs activités. Vous êtes vraiment un homme très engagé dans l'économie. On a appris que, comme vous le dites, que vous préparez par exemple le sommet mondial de l'investissement africain qui devrait se tenir en novembre, comme on l'a dit tantôt. C'est ça. Très bientôt, vous envisagez aussi de mettre en place une bourse des affaires qui pourrait être une plateforme d'interconnexion entre les porteurs de projets et les financiers. Ensuite, on note sur votre agenda la préparation d'un forum international sur la problématique environnementale, notamment sur la question de l'eau. Alors concrètement, comment comptez-vous mettre en musique tous ces projets qui, évidemment, auront beaucoup de retentissement dans vos activités? D'abord, c'est quelque chose que je ne ferai pas seul. Vous savez que on travaille bien quand on est bien entouré. D'ailleurs, je ne suis pas arrivé aujourd'hui dans vos... Oui, vous êtes arrivé dans nos locaux avec deux de vos conseillers. Deux de mes conseillers, deux de mes proches collaborateurs. Non, c'est simple. Vous savez que la bourse comment dirais-je, des affaires, j'y ai pensé. Pourquoi? Parce que je suis africain, je suis ivoirien, je suis de la diaspora. Beaucoup n'ont pas eu la même chance que moi. Aujourd'hui, peut-être, j'ai la chance de brasser beaucoup de choses, de faire des affaires. Mais j'ai des parents, j'ai des amis qui sont par exemple ici aujourd'hui en Europe, qui ont des projets, mais qui n'ont pas les financements pour ces projets. J'ai des frères, j'ai des amis, il y a des jeunes cadres, des gens qui ont fait des universités, qui ont fait l'université plutôt, et qui aujourd'hui n'ont pas su le plan du travail, n'ont pas eu le travail, et ils sont là, mais par contre ils ont des projets. Alors cette bourse, voyez-vous, j'y ai pensé parce que je me suis dit que bon, aujourd'hui, je connais beaucoup d'investisseurs. Alors, je vais créer cette bourse, mettre en place, le siège sera à Genève, et puis dans tous les pays africains que je fréquente, mettre une succursale.
vous avez un projet, vous venez, vous déposez votre projet, on l'étudie. Il y a 3 critères. Le premier, il faut que le projet soit viable et qu'il soit créateur d'emplois. Et surtout, qu'il puisse être profitable à celui qui finance et à celui qui a son projet. Voyez-vous, à partir du moment où votre projet va remplir donc ces 3 critères, on prend votre dossier et on le dépose auprès d'investisseurs que, préalablement plutôt, nous avons déjà identifiés. Voyez-vous, comme ça, vous avez la possibilité, mais il y aura une société qui va soutenir le projet. Et dans cette société, on vous donnera des parts. Hein, c'est sûr qu'on ne va pas vous donner 50% de parts parce que celui qui vient financer, bien sûr, on va vous donner des parts. Et si vous avez le niveau de travailler dans la société, de prendre des responsabilités dans la société, vous les prendrez. Mais par contre, vous aurez quand même vos parts dans la société. Si vous n'avez pas le niveau et que le projet est vraiment important, alors là, nous avons des gens qui vont vous aider donc, dans cette société-là à mener à bien ce projet. Voyez, c'est à ça que va servir la bourse. Cette bourse-là pour aider mes frères, la diaspora, comme mes frères qui vivent en Côte d'Ivoire ou en Afrique, un peu partout. En ce qui concerne l'environnement? Alors, voyez-vous, aujourd'hui en Afrique, la plupart des maladies que nous avons partent de l'eau. Et puis, vous pouvez vous renseigner, aujourd'hui, beaucoup d'argent est dépensé pour soigner ces gens qui sont atteints de ces maladies-là. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi ne pas prendre la chose à la base? Alors, nous avons pensé, mes amis et moi, faire ce qu'on appelle un forum sur la potabilité de l'eau. Nous avons déjà vu plusieurs personnalités, dont Bill Gates, le président Lula. On a vu tous ces gens-là et on leur a dit, bon, écoutez, on va choisir un pays. On avait d'abord pensé au Gabon. On voulait le faire au Gabon, c'était l'année dernière. Et puis, le temps n'a pas permis aux uns aux autres de pouvoir réaliser ce projet. Mais là, je suis en train de voir si on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire. Et comme ça, chaque 2 ans, tous les pays qui viendront, on a pensé à 21 pays qui vont venir, les pays d'Afrique qui viendront, les chefs d'État viendront, les ministres concernés viendront. Et puis, chaque 2 ans, c'est-à-dire qu'à la fin du forum, un pays se désignera lui-même, s'il se sent capable d'organiser l'événement chez lui, il se désigne, et 2 ans après, on ira dans ce pays-là pour voir ce qu'il a fait lui-même déjà dans son pays. Pour dresser le bilan de ce qu'il a fait lui-même dans ce pays. Voilà, ce qu'il a fait lui-même dans son pays, pour que ça serve d'exemple à ceux qui, prochainement, viendront encore pour voir comment assainir l'eau et tout ça dans leur pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de l'environnement, on parle de... Et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Le bien-être des Africains, je pense que nous devons y penser dès maintenant. Vous avez entièrement raison, M. Roger Ga, mais avec vos entrées dans les différents milieux économiques mondiaux, comment la Côte d'Ivoire, le pays dont vous êtes originaire, et les entreprises ivoiriennes peuvent-elles profiter, on va dire tirer profit de votre important carnet d'adresses? Comment ils peuvent réussir à se greffer à vous pour bénéficier de tout ce que vous avez comme relation? Bon, déjà, vous voyez, je suis consultant Afrique du groupe Morel et Prom. Et le premier pays auquel je pensais... C'est un grand groupe que vous citez là. Oui, c'est le 2e groupe pétrolier de France. Donc, le premier pays auquel je pensais dans l'expansion des projets donc, de Morel et Prom sur l'Afrique, je pensais à la Côte d'Ivoire. Donc, je suis allé en Côte d'Ivoire avec les représentants de Morel et Prom. Nous avons rencontré les dirigeants de la Petroci. Vous savez qu'avec le prix du pétrole qui a chuté un peu, je pense que on a fait un petit backup, mais on va revenir en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a d'autres projets. Mais vous savez, messieurs, je vais vous dire, c'est vrai que je travaille sur plusieurs pays, mais je travaille le plus souvent sur la base de mandats. Le forum que nous avons organisé en Belgique, aux ACP, au siège des ACP, avec la Chambre de commerce panafricaine, beaucoup d'investisseurs sont venus vers moi. Et quand je parlais de tel ou tel pays, ils me demandaient, monsieur, est-ce que vous avez un mandat de ce pays? Donc, j'étais obligé de montrer des mandats que j'avais pour ces pays-là pour pouvoir en parler. C'est le fonctionnement normal du milieu des affaires. C'est le fonctionnement normal du milieu des affaires. Mais quelquefois, certains pensent que quand on donne un mandat, il faut le cacher. Non, le mandat, tu ne peux pas le cacher, puisque le mandat est fait pour vendre le pays. Et puis, ce n'est pas seulement les gouvernants, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les directeurs généraux qui doivent vendre leur pays. Nous aussi, nous avons cette responsabilité-là.
Quand tu aimes ton pays, tu n'as pas besoin que, voilà, que tu sois des responsabilités pour aider ton pays. Moi, je pense, franchement, c'est à ça que j'ai pensé. Pour vous, c'est une sorte de patriotisme Des économique. Voilà. Donc, ce n'est pas une nécessité que j'ai le mandat de Côte d'Ivoire ou pas. Je ferai ce que je vais faire, mais c'est encore un double plaisir pour moi d'avoir ce mandat parce que c'est mon pays et que tout ce que je veux faire, ce serait bien que je commence par mon pays. Alors, on parle de la Côte d'Ivoire, on va rester en Côte d'Ivoire, et là-bas, on parle beaucoup d'émergence. Vous avez certainement dû entendre parler de ce concept. Pour les observateurs, tant que les problèmes politiques et sécuritaires ne seront pas réglés, cette volonté du gouvernement ivoirien ne sera au final qu'un simple slogan. Alors, vous qui êtes très souvent entre deux avions, vous qui allez un peu partout, qui rencontrez des hautes personnalités du monde économique, comment est-ce que les gens perçoivent aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Et puis, vous-même, avez-vous le sentiment que la Côte d'Ivoire peut parvenir à cette émergence dont on parle aujourd'hui avec beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire? Voyez-vous, j'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques jours pour recevoir un prix. Et je n'étais pas seul. Nous étions 10 récipiendaires. Et ce jour-là, quand j'ai regardé la salle, je me suis dit que c'est possible. L'émergence peut ne pas être un rêve pour la Côte d'Ivoire. Quand je vois tous ces jeunes, tous ces hommes qui essaient d'entreprendre, de créer quelque chose pour leur pays, je pense que nous avons besoin de ça pour l'émergence. Vous étiez en compagnie de Didier Otokoré, un ancien international qui aujourd'hui a retourné à la terre. Qui a fait une très bonne chose, qui est retourné à la terre, qui fait aujourd'hui du riz, qui vend ce riz en Côte d'Ivoire, qui est prêt à le vendre à l'international. Ça, c'est des choses qu'il faut saluer. Il y avait aussi un jeune qui avait inventé, je ne sais plus, une tablette qui pouvait, je ne sais plus si c'est pour la santé ou quelque chose, mais ça, c'est des choses phénoménales. C'est phénoménal, oui, exactement. Et moi, j'ai apprécié tout ça. Alors, l'émergence peut ne pas être un rêve pour l'Afrique. Et surtout que nous avons un chef d'État aujourd'hui qui y croit. Vous voyez-vous, je suis très fier que chaque fois, quand je parle des 19 projets qu'il a essayé de mettre en œuvre pour la Côte d'Ivoire, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose. L'émergence, on en parle partout. Mais on parle de sécurité, c'est vrai. Vous savez que, quelquefois, d'ailleurs, on m'a posé cette question, quand j'ai eu à être interviewé à Bruxelles. On m'a demandé, la dame m'a dit comme ça que oui, vu l'insécurité, beaucoup d'investisseurs ne veulent pas aller en Afrique. Oui, l'argent n'aime pas le bruit. Mais vous pensez que l'insécurité est seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Puis nous avons aujourd'hui, pour parler de la Côte d'Ivoire, un jeune ministre de l'Intérieur qui fait son travail. Vous parlez de M. Ahmed Bakayoko. Je parle d'Ahmed Bakayoko. Voyez-vous, moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était les braquages à outrance. Et la dernière fois quand j'étais à Abidjan, je me suis promené sans faire d'Abidjan une ville policière. C'est-à-dire que sans qu'il soit à chaque carrefour, qu'il y ait un policier ou quelque chose. Mais j'ai admiré ça. Je trouve que ce garçon, il fait un travail formidable et qu'il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être aidé. Vous savez que le ministère de l'Intérieur est un ministère très lourd. Est un ministère qui regroupe beaucoup de choses. Par conséquent, je sais que certains, par exemple, peuvent dire que oui, l'insécurité. Mais vous pensez qu'il y a des pays où il n'y a pas d'insécurité? Même aux États-Unis, même en France, qui sont des pays développés, qui ont plus de moyens que nous, l'insécurité existe, donc ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Alors si nous pouvons faire en sorte d'encourager ceux qui se battent pour qu'il y ait un peu de sécurité, je pense que nous devions avoir de l'admiration pour ces gens-là. Et personnellement, je pense que j'ai de l'admiration pour Ahmed Bakayoko, pour ce qu'il fait. Alors l'argent n'aime pas le bruit, comme je l'ai souligné tantôt. Et ce sont les investisseurs, les hommes d'affaires qui le disent. Et les investisseurs ne viennent dans un pays que lorsqu'il est stable. On sait que la Côte d'Ivoire sort d'une crise profonde, ce qui pourrait être un frein aux investissements. Est-ce que vous avez un appel à lancer à tous ces investisseurs qui piaffent d'impatience pour aller en Côte d'Ivoire, vous qui êtes avec eux? Vous savez que c'est pendant les moments difficiles qu'on voit les meilleures années. Investir est un risque. Être un homme d'affaires, c'est prendre des risques. Il ne faut pas attendre toujours qu'il y ait la paix un peu partout, sinon on ne ferait jamais d'affaires. Moi, je pense qu'il n'y a pas à craindre pour venir investir. Et puis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Far West. C'est vrai que nous sortions de la guerre. C'est vrai aussi qu'effectivement, il peut y avoir par-ci, par-là des armes qui traînent. Mais, messieurs, nous avons un gouvernement qui est en train de se battre pour que ce pays-là, pour que les Ivoiriens vivent en paix. Alors, il faudrait que nous soyons positifs. Si nous voulons, nous aussi, que le pays soit en paix.
C'est tout ce que je peux dire. On va revenir au plan local et surtout notamment à votre région d'origine Bangolo. Vous êtes originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je tiens à le préciser pour nos téléspectateurs. Une ville qui a subi, en même temps que la région de l'ouest montagneux, les affres de la guerre, qui a déchiré la Côte d'Ivoire, pardon, lors des élections passées. Alors, tout est à refaire aujourd'hui à Bangolo. Comment comptez-vous, aux côtés des autres cadres de votre région, reconstruire Bangolo qui a besoin de vous? D'abord, je suis assez triste quand je pense à Bangolo. Parce que je suis né à Bangolo. J'ai eu ma jeune enfance à Bangolo. Je connais très bien Bangolo. Je connais tous les quartiers aujourd'hui de Bangolo. J'y ai joué. J'ai vu Bangolo grandir. J'ai vu Bangolo devenir sous-préfecture et après préfecture. Et puis, il y a la période de la guerre, effectivement, qui a beaucoup affecté mes parents. J'en ai perdu d'autres. D'ailleurs, mon père est mort pendant cette période-là, puisqu'il était en brousse, il n'a pas pu se soigner. Paix à son âme. Et ça m'a beaucoup attristé, et ça m'attriste encore. Tout ce que je peux dire, c'est que les enfants, et les filles et les fils de Bangolo, les filles et les fils de Bangolo doivent s'entendre. Ne faisons pas de la politique politicienne. On sent en vous beaucoup d'émotions quand vous parlez de Bangolo. Oui, parce que je veux qu'on arrête avec la politique politicienne. Je veux qu'on en arrête avec le quitte là que je m'y mette. Bangolo, c'est Bangolo. Bangolo nous appartient à nous tous. On peut être maire, député, tout ce qu'on veut et aider Bangolo. On peut ne pas être tout ça pour aider Bangolo. Je pense que quand j'irai à Abidjan, prochainement, je vais aller à Bangolo. Je vais demander à mes frères et sœurs de Bangolo que nous nous réunissions pour discuter, de voir comment est-ce que nous allons faire pour que Bangolo se développe. Voyez-vous, j'ai fait un tour à Bangolo il n'y a pas longtemps et j'étais encore plus attristé. J'aurais dû ne pas y aller. Mais je pense que le pays sort de guerre, donc Bangolo qui a été très touché. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes ont fui le village. Ça peut expliquer cela. Mais je pense que nos responsables de la région de Bangolo doivent s'entendre pour développer Bangolo. Monsieur Roger Ga, nous ne sommes plus loin de la fin de notre émission et on va conclure cette émission par cette question. Selon vous, quels doivent être les acquis démocratiques pour un pays pour qu'il soit en paix et donc fréquentable par les investisseurs? Il faut que... Vous savez, quand on parle de politique ou de démocratie ou de n'importe quoi concernant un pays, tous ceux qui parlent de politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire veulent diriger la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Seulement, ils ont peut-être des points de vue différents sur la manière de diriger le pays ou la manière de conduire la politique de développement. Mais au fond, ils veulent tous du bien de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils doivent faire mettre bas la terre, comme on dit chez nous, discuter et voir comment ramener une vraie paix, une paix durable en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je pense que c'est avec ça, c'est après ça, ou du moins avec ça que les investisseurs peuvent venir en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Moi, je leur demande, j'ai dit et je le redis, je ne suis d'aucun parti. Je suis du parti de la Côte d'Ivoire. Je suis du parti du développement de la Côte d'Ivoire. Je suis du parti du bien-être des Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont là, qu'on considère qu'ils sont là, et qu'on les aide à faire ce qu'ils doivent faire. Voyez-vous? Les critiques, c'est bien dans la démocratie. Vous voyez, la démocratie, nous sommes ici en France. Leur démocratie est multicentenaire, mais elle n'est pas complexe. Nous avons des preuves. Il y a des élections qui sont contestées ici, donc pas viables. Comprenez-vous? Comment voulez-vous que des pays comme les nôtres, qui ont peut-être 60 ans ou 70 ans de démocratie, comment voulez-vous nous comparer aux Occidentaux en termes de démocratie? La démocratie, il y a une norme. Oui, oui, mais ces normes, ils ont mis combien de temps pour les intégrer eux-mêmes à leur politique? Pour qu'on nous demande aujourd'hui, à nous autres, d'être plus démocratiques. Vous savez qu'ils traitent certains de nos dirigeants de dictateurs. Mais ça, on le sait.
Si aujourd'hui, ils vous encensent parce qu'ils ont leurs intérêts, demain, quand ils voient que vous ne faites pas leur affaire, ils vous traitent de dictateur. Qu'on nous laisse... Le mot dictateur n'est pas africain. Il n'est pas ivoirien. En tout cas, dans ma langue, il n'y a pas le mot dictateur. C'est eux qui l'ont inventé. Ça veut dire que la dictature a existé chez eux ou existe chez eux. Vous comprenez? Alors, nous, les Africains, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne servions pas de caisse de résonance aux arguments des Occidentaux pour ne serait-ce que affaiblir nos dirigeants. Monsieur Roger Ga, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot de fin pour tous les téléspectateurs de Event News TV qui vous regardent, et qu'est-ce que vous avez vraiment à dire au monde entier qui espère en vous, à ceux qui pensent, qui vous ont confié leur destinée pour que vous puissiez leur ouvrir des portes? Houphouët-Boigny, paix à son âme, notre père, grand-père, comme on a appelé père de la nation, nous a dit une chose. Il a dit que la paix est un comportement. Ce n'est pas un mot. C'est vrai que certains ont eu à employer le mot sans en avoir le comportement. Ça se voit à travers l'Afrique, avec les guerres tribales et tout ça, les guerres fratricides. Tout ce que je peux dire, c'est que moi je souhaite la paix pour l'Afrique. Je souhaite la paix pour mon pays. Je veux que nous travaillions tous ensemble et que, à chaque fois qu'il est possible, que nous discutions pour trouver les voies et moyens de paix pour permettre à ceux qui veulent venir investir dans nos pays, créer des emplois, qu'ils le fassent massivement, de sorte que nous allions sur le chemin de l'émergence qui nous est si cher. Je vous remercie. Merci à M. Arsène Roger Ga. Merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs d'Event News TV, comme je vous le disais tantôt, nous recevons M. Arsène Roger Ga, qui est un homme d'affaires très engagé dans le milieu économique. Merci d'être passé sur notre plateau et à bientôt. Merci.